Je me suis dit que le seul moyen de quitter finalement ce métier confortable, et puis cette vie, assez routinière en fait, c'était de partir et de tout quitter et donc j'ai pris ma famille. J'ai eu quand même mes 2 enfants, hein, quand j'étais prof et j'ai pris ma famille, on est partis à Londres et on a eu cette espèce de voilà, de nouveau départ, de vie. Aujourd'hui, je ne prends plus de missions qui vont être strictement alimentaires. C'est vraiment il faut que ce soit aligné avec les messages que je porte et il y a énormément d'ambitions gâchées. En effet, il y a vraiment, dans les médias, au cinéma, dans la culture et au travail, une relative invisibilisation des femmes. Alors on peut discuter, il y a des progrès, il y a des endroits où c'est pire que d'autres, évidemment. Je pense qu'il y a pas mal de progrès en fait dans la visibilité des femmes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont moins visibles que le poids démographique qu'elles représentent. Les femmes de 50 ans sont de plus de 50 ans et de 50 ans, la catégorie la plus en croissance parmi les créateurs d'entreprises. On se retrouve, vraiment dans la mouise financièrement parlant, au même niveau que quelqu'un qui démarre sa carrière, sauf qu'on les perçoit, comme elles ont 57 ans, comme étant pas du tout au même niveau. Le mérite, c'est quand même très foireux comme concept, hein. C'était très prisonnière de cette idée du mérite. On peut aller beaucoup plus loin quand on se libère de ce frein-là, du mérite, et puis du frein aussi de cette passivité de on va reconnaître mon travail, on va venir me chercher. Moi, j'ai tellement attendu qu'on vienne me chercher quand j'étais plus jeune. Et ça vient pas. Je pense qu'il faut peut-être arrêter avec le discours générationnel. En fait, on n'est pas différentes. Les cinquantenaires, elles sont pas différentes. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Vito, qui a 45 ans. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'invite aujourd'hui une femme de moins de 50 ans. Laetitia est autrice, conférencière sur le futur du travail. Elle est experte au lab de Welcome to the Jungle. Elle fait également partie de la team de Vive Média, média créé par Sybille Lemaire, dont le podcast Osons l'oseille participe à décomplexer les femmes sur le sujet de l'argent. Elle a également cofondé avec son compagnon Nicolas Collin Nouveau Départ, un média qui explore la crise et les transitions. Elle a publié 4 livres et elle vient également de créer un compte Insta qui s'appelle Vieille au pluriel en puissance avec Caroline Taconnet et Katrina Zekopoulos qui traite de la sécurité financière des femmes parce que, je cite, « Autant la perspective de vivre longtemps nous motive, autant celle de vieillir pauvre nous fait flipper ». Vous l'aurez compris, Laetitia est une gourmande de la vie, exploratrice du futur, alerte et passionnée par l'anticipation. Elle dit avoir redécouvert son ambition à 40 ans. Nous sommes donc partis explorer ce qu'est l'ambition. Vaste sujet, mais pas que, on est un peu partis dans tous les sens. Et c'est ça qui a été assez top et qui va faire de cet épisode, vous allez le voir, un épisode passionnant et super riche. On a regardé quel est notre rapport avec cette notion taboue qu'est l'ambition. L'ambition a-t-elle un âge? Comment oser parler d'argent? Comment sortir du rôle de victime? Comment réinventer un nouveau modèle de carrière à 45 ans et plus? Un épisode sans langue de bois pour vous donner les clés d'entrée du futur du travail et surtout des inspirations pour votre future of work. Alors bonjour Laetitia. Bonjour Karine. Donc tu es la première femme de moins de 50 ans que j'invite dans mon podcast. Et donc déjà je salue ça parce que c'est une première. Et j'avais envie de t'inviter parce que donc tu as 44 ans. 45 maintenant. Ah ça y est. Donc oui, tu je m'approche des 50. Ça y est, voilà. maintenant je suis à équidistance entre 40 et 50.
Donc tu viens, ça y est, de franchir le fameux cap, qui te fait intégrer la case senior et donc déjà, j'avais envie de t'entendre sur comment tu envisages ce passage-là et notamment ton entrée, future dans la cinquantaine. Parce qu'on sait que c'est important d'anticiper et de se préparer à franchir ce cap sereinement. Et également, j'avais envie de t'inviter parce que tu es spécialisée dans le future of work et donc ça m'intéresse et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs parce qu'il y en a. Pour arriver à se projeter et se dire: «OK, ce sera quoi l'avenir du travail et comment aussi on peut s'y préparer?» Donc moi, je te suis depuis longtemps sur les réseaux et donc on a eu la chance de se rencontrer à l'ESCP lors du forum, Vive Média qui était sur, le thème de «Osons l'argent et en finir avec les tabous sur l'argent et le travail». Donc déjà, je suis ravie maintenant d'avoir la chance de t'accueillir aujourd'hui. Donc comme je le disais en intro, on ne t'arrête plus. Tu es hyper prolixe et pourtant tu dis que tu as découvert l'ambition à 40 ans. Donc, avant de parler de cette découverte de l'ambition, peux-tu déjà peut-être nous dire, voilà, quel a été ton cheminement, au moins jusqu'à tes 40? Alors, jusqu'à mes 40, j'ai d'abord, en fait, j'étais déjà ambitieuse, c'est redécouvert l'ambition après 40 ans. J'étais déjà ambitieuse quand j'étais adolescente, je me voyais, voilà, pleine de succès, j'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie d'être reconnue et cetera. Donc j'ai fait une classe préparatoire, j'ai intégré HEC. Jusque-là, tout allait bien et HEC, patatras, dépression, je savais pas ce que je fichais là, c'était très sexiste, c'était un monde très, fils à papa, voilà, c'était dur, je me sentais pas du tout à ma place, ça m'intéressait pas ce qu'on y enseignait, j'étais très malheureuse et là, ça a été un tunnel, difficile pendant des années, en fait. Très, très, très j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. J'ai fait beaucoup de sport, c'est ce qui m'a sauvée, dans la décennie entre 20 et 30 et je me suis progressivement reconvertie après tout un tas d'explorations et de difficultés, reconvertie pour passer une agrégation et devenir enseignante, et je suis devenue professeure d'anglais en classe préparatoire pendant, 8-9 ans. Et ça a été une tranche de vie un peu réparatrice, mais où, c'était trop plan-plan aussi. Donc c'était une réparation par rapport à la décennie difficile d'avant, mais c'était pas, j'ai aimé enseigner, mais je me disais toujours: «Mais qu'est-ce que je vais faire après? Je peux pas faire la même chose pendant plus de 40 ans». Et donc ça a été un moment où j'ai à nouveau, préparé, et redécouvert, ce que pouvait être, l'ambition et je me suis lancée à 36-37 en part 36 ans, je crois, en partant, au Royaume-Uni, à Londres, en travaillant pour travailler pour une entreprise américaine dans les ressources humaines. Donc ça a été vraiment, voilà, une nouvelle, vie, Et donc et en c'est fait, là que là, que je comprenne bien, donc tu enseignais l'anglais, c'est ça? oui. Et là, tu fais quoi? Tu postules pour un job RH ou tu J'ai rencontré, un entrepreneur, et je me suis dit que le seul moyen de quitter finalement ce métier confortable, et puis cette vie, assez routinière en fait, c'était de partir et de tout quitter et donc j'ai pris ma famille. J'ai eu quand même mes 2 enfants, hein, quand j'étais prof et j'ai pris ma famille, on est parti à Londres et on a eu cette espèce de voilà, de nouveaux départs de vie, de moments où il fallait tout refaire, tout reprendre et c'était pas forcément facile au début parce qu'en fait, ce job dans l'entreprise américaine dans les ressources humaines, ça n'a pas marché pour moi. Il fallait que je sois managée comme une vingtenaire, ils avaient oublié que j'avais des enfants, on m'envoyait à droite à gauche. C'était pas du tout un bon fit, culturel et surtout un bon fit de vie. En fait, ce modèle de travailler tout le temps en mode start-up et cetera, quand tu as 2 enfants plutôt petits et que tu as eu l'habitude de travailler de manière très autonome, parce que quand j'ai enseigné, j'étais très autonome, en fait. Il y avait des heures de cours fixes, mais le reste du temps, tu es très libre quand finalement de travailler comme tu le veux et donc ça marchait pas du tout, ça a pas du tout marché, c'était difficile et c'est là où je me suis retrouvée chômeuse à Londres sans aucun revenu, bien sûr. Donc Mmh. j'avais, 1 mois, je me suis donné 1 mois pour avoir des revenus au moins équivalents à ceux de prof.
L'avantage, c'est que quand tu es prof, tu gagnes tellement peu que c'est pas très difficile en freelance de gagner autant que ce que tu gagnais comme prof. Donc le pari était gagné. Au bout de 2 mois, j'avais les revenus d'un prof, voilà. Et puis, et Et au bout de c'était 2 mois, c'était tu faisais quoi, en fait? Tu faisais des bah, petits j'ai fait du jobs ou copywriting au d'accord. départ, beaucoup de copywriting et en fait, j'ai beaucoup publié. C'est comme ça que je me suis lancée, dans l'activité qui est la mienne aujourd'hui. À force d'écrire et de publier, tu construis une expertise, une visibilité à l'extérieur et puis petit à petit, comme j'ai publié beaucoup de sujets sur les reconversions professionnelles, le travail, les transformations du travail, l'impact du numérique sur les manières de travailler, petit à et le freelancing, petit à petit, des clients sont venus à moi pour des collaborations et cetera et donc de job qui était très alimentaire, progressivement, c'est devenu quelque chose de cohérent, de structuré, qui va dans une même direction et où je construis une identité professionnelle. Donc ce Donc il que y avait ce au j'entends, dé c'est qu'en fait, c'est pas tant que tu l'as vraiment décidé, c'est plutôt par nécessité qu'en fait, ce que tu fais aujourd'hui s'est invité à commencer à se construire. oui et non, qu'est-ce que dans quelle mesure est-ce que tes tripes, c'est de la nécessité? Je pouvais pas supporter l'idée de d'à nouveau être managée, en fait. Non, Donc nécessité, c'est ça. j'ai Quand je oui. dis nécessité, Mmh. c'est les tripes, c'est-à-dire, ça pourrait être quoi comme c'est pas de l'opportunisme, c'est nécessité, c'est-à-dire faut que tu manges Oui. et du coup, tu vois, qu'est-ce que je fais? Et donc rapidement, je fais ça, même si je l'ai pas posé, pensé avant, en strat, de me dire: «Qu'est-ce que je veux faire?» mais tout de suite, tu es allé, sur quelque chose, voilà, en mode survie un peu, peut-être, enfin, c'est ce que Mmh j'entends mh. et en fait, c'est ça qui a Alors le qui mode a survie, c'était de prendre des missions de copywriting, d'écrire, pour des boîtes, sur toutes sortes de sujets, qui étaient pas forcément, mon dada, et le fait de publier des choses sur des sujets qui m'intéressent, ça, c'était presque un peu comme un side project au début, mmh. quelque chose qui était pas forcément planifié, sans me dire que j'allais construire quelque chose. Parce que tu peux pas te dire, je pouvais pas me dire en 2015 que, le sujet des transformations du travail, le future of work, ça allait être une activité, à part entière. On peut pas l'imaginer, on peut pas le planifier quelque chose comme ça. Donc en fait, tu t'es Donc, fait plaisir, tu t'es connecté à ton je me plaisir à suis cet endroit-là. voilà, il y avait une dimension de plaisir, peut-être de manière un peu inconsciente, cette idée qu'il y a peut-être quand même du travail là-dedans, Donc l'intuition. et voilà, une Mmh. intuition. J'ai envie, c'est un sujet qui m'intéresse, tout ça. Je vois qu'il y a d'un côté des sociologues, des psychologues du travail, il commence à y avoir quelques publications sur le sujet, que avec ma plume qui mélange un peu cet apport des sciences humaines et puis une connaissance du monde corporate ou en tout cas un intérêt pour le business, pour les affaires, pour, l'économie, sans en faire un gros mot, qu'il y a peut-être quelque chose, à créer dans ce sens-là. Donc c'était une espèce de vague intuition et puis c'est allé assez vite parce qu'au bout de quelques mois, j'ai été contactée par la plateforme Malte qui s'appelait à l'époque Upwork pour faire des études sur, les freelances, qui sont-ils? Que veulent-ils? Et cetera et ça a été très vite une activité assez importante, assez grosse, qui m'a pris, un bon tiers de mon temps et voilà et après on creuse un sillon et en même temps qu'on creuse un sillon sur une activité, on se crée une expertise et progressivement, les missions qui venaient à moi étaient des missions qui servaient aussi la construction de mon expertise et de ma visibilité. Donc une espèce d'alignement où, non seulement il faut que la mission, elle te rémunère, et qu'elle soit intéressante, mais en plus, il faut aussi qu'elle contribue à créer ton identité professionnelle, à renforcer ton expertise et donc c'est pas donné parce que normalement enfin souvent au début, tu dois alterner entre quelque chose qui est alimentaire, mais qui construit pas ta Mmh. réputation et quelque chose qui est pas alimentaire, c'est-à-dire qui te rémunère pas, mais qui construit ta réputation. Tu cette espèce de conflit parce que ta journée fait que 24 heures. Soit je fais quelque chose Ouais, d'intéressant, soit je fais de la voilà, notoriété, soit, effectivement, soit, je gagne de mmh. l'argent et on peut pas faire les 2. Et là où j'ai à la fois, chance, bon moment, bon timing et puis bonne intuition, j'ai réussi assez vite à faire converger les 2 et à avoir des missions qui allaient dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je ne prends plus de missions qui vont être strictement alimentaires.
C'est vraiment il faut que ce soit aligné avec les messages que je porte, il faut que ce soit, et puis en général pas tellement de je fais plus de content marketing. Mmh. C'est vraiment uniquement, voilà, ce que j'ai envie de dire, et si des entreprises, se soit sont intéressées par le message, soit trouvent que le message est aligné avec leur marketing, vont venir me voir et là je dis: «Bon OK». Mais il y a vraiment un soin à ne pas masquer cette identité professionnelle derrière une marque d'entreprise, de manière trop forte ou qui pourrait brouiller l'identité. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu as su quand même t'autoriser à faire la place à ton intuition et l'intuition, elle est toujours vraie. C'est-à-dire ça ne ment jamais, hein. C'est toujours au bon endroit parce que ça vient de là. Hem et qu'évidemment, enfin moi je crois beaucoup à ça, hein, parce que tu étais, grâce à ton intuition, dans le vrai, c'est allé super rapidement. Il y a une part de chance, hein, c'est l'ikigai. Tu vois? Tu peux Mmh. être bon dans quelque chose, avoir envie de le faire et cetera, mais qu'il y ait pas de marché derrière. Si on te dit: «Ah bah, mon intuition, c'est là maintenant pour moi, de faire de la musique», mais sauf que bon, bah, je suis pas suffisamment talentueuse, musicalement, le marché ne demande rien, le monde ne demande pas à m'écouter chanter, et ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette espèce de côté alignement des étoiles un peu magique, où la chance joue un rôle, où l'état de développement d'une culture, d'un marché, d'un secteur, est important, et moi, j'ai arrivé en pleine transition du monde du travail, qui dure depuis déjà 10 ans, hein, où, il y a énormément de débouchés, professionnels sur, ce sujet des transformations du travail et comment on s'en empare sous l'angle des ressources humaines, sous l'angle des outils qu'on utilise, sous l'angle, des transformations personnelles, enfin des reconversions professionnelles personnelles, enfin donc sous l'angle individuel. Là, c'est des gens qui vont faire du coaching, par exemple, et c'est un marché qui a explosé. Donc il y a énormément de choses qui se sont passées, et donc, coup de bol que mon intuition et mon envie d'écrire sur ces sujets, coïncident avec, un bon moment, historique, économique, Ouais. quoi. Moi, je Parce suis que pas ça tout à c'est fait pas sûr d'accord que avec toi, en fait. ah oui, c'est vrai? Moi, je Là-dessus, suis pas ouais, sûre qu'il sur alors la chance, c'est un tu sais, c'est toujours entre le déterminisme et le fatalisme. oui, Donc, moi, je suis assez déterminisme. J'entends qu'il y a évidemment, quelque chose enfin, tu peux pas tout contrôler et tout déterminer. En revanche, ma croyance, c'est que quand même déjà l'intuition, elle est quand même connectée à autre chose que juste toi. oui. Donc, j'émets l'hypothèse que quand tu sais vraiment, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a fait déjà le filtre sur: «Je le sais et je sais que c'est bon pour moi et que c'est le bon moment». Tu vois? Je sais pas comment te dire. Là, on parle quand même quelque chose de, à la limite spirituel où, tu vois, il y a une Oui. vraie connexion avec autre chose que juste, heu, ce qu'on sait ou ce qu'on a l'impression de savoir. Donc il y a ça et qui amène justement cette vérité vraie, c'est-à-dire c'est pas juste j'ai envie d'être par exemple, de faire de la musique, c'est je sens que c'est le Mmh. bon moment pour moi et que je vais y arriver et cetera. C'est-à-dire je sens que, bah, juste j'ai envie de montrer, qui je suis et flatter mon ego, c'est autre chose qui se joue à ce niveau-là et oui bien sûr qu'il y a une part de chance, mais il y a aussi une grosse part de comment tu y vas et comment tu te bouges Mmh. et comment tu t'autorises à y aller. Enfin, c'est ma croyance, tu vois? C'est que pour moi, le déterminisme, il est, j'arrive pas à voir ça de façon trop équilibrée. Disons que le déterminisme prend une grande part, tu vois? De te dire: «OK, comment tu as envie de te positionner là-dessus? Comment tu te donnes les moyens?» hem et d'ailleurs, on en reparlera parce que c'est vrai que c'est Ouais. lié aussi au sujet, tu vois? De dire: Oui, «OK». c'est une belle question, l'intuition, en fait. C'est un beau sujet. L'intuition, elle est toujours intéressante. En revanche, est-ce qu'il faut l'appréhender de manière rigide? Suis ton intuition. Est-ce qu'elle a toujours raison? Non. En fait, je pense qu'il faut garder cette agilité, Mmh. cette hypersensibilité aussi à quand même écouter les autres et ça. Sinon, il y aurait pas tant d'entreprises qui se cassent la figure parce que si l'intuition avait toujours raison, ça se saurait, personne n'échouerait. Parfois on a tort, parfois on se trompe, on va dans une mauvaise direction, on a une croyance qui devient trop rigide. «Oui, mais moi je sais qu'en fait, le marché est mûr pour ça, donc j'y vais quand même et je continue et je m'arrête que trop tard parce que à cause du biais des coûts irrécupérables, j'arrive pas à voir que tout ce que j'ai investi, c'était pour rien». Oui, oui, Donc complètement. Tu arrives pas à le c'est lâcher parce que tu as voilà, tu arrives tellement pas à bossé lâcher ton sur le truc. bébé, tu Ouais, te ouais, vas ouais. trop loin et tout. Donc c'est super intéressant, tu as raison, c'est une question, philosophique, spirituelle, ouais, sur le quel
poids accorder à ton Mmh. intuition, Ouais, ouais. comment l'écouter sans trop l'écouter. Ne pas te laisser enfermer de toute façon dans quoi que Ouais. ce soit et rester, équilibré. Et si je reviens à, à donc cette question de l'ambition qu'on a décidé de traiter aujourd'hui ensemble, donc moi, comme tu le sais, je suis coach et je travaille énormément sur la carrière et comment, je définis ma trajectoire et je me donne les moyens justement de l'atteindre. Et donc l'ambition, notamment en France, ça amène quand même des résistances. Rien que le mot, si tu veux, c'est comme si on s'interdisait d'y prétendre. C'est une sorte de gros mot, hein, c'est souvent associé à l'arrivisme, et par exemple être carriériste, c'est ultra Mmh. négatif. Donc, je lisais un article que tu avais fait sur, Welcome to the Jungle où tu disais qu'en 2018, il y a une étude donc du réseau Professional Women Network qui révèle que 9 femmes sur 10 considèrent avoir de l'ambition, presque autant que les hommes, et que 77 d'entre elles s'accordent pour dire que l'affirmer relève encore du tabou. Donc toi, ton rapport à l'ambition, hem, c'est quoi? Vaste sujet. Je pense que c'est tabou parce qu'on l'associe à des marqueurs extérieurs qu'on dévalorise. Les marqueurs extérieurs, comme tu parlais d'arrivisme, en fait, c'est de vouloir un pouvoir politique, mais sans un pouvoir sans puissance d'agir, pour le bien. Voilà, le pouvoir pour le pouvoir, une espèce de coquille vide, tu vois? Ça, c'est, extrêmement négatif parce qu'on l'associe à tout un tas de gens horribles, effectivement horribles, qui ne s'intéressent au pouvoir qu'au pouvoir, que pour le pouvoir, que pour ce que ça leur apporte à titre strictement personnel. Et le deuxième marqueur, c'est l'argent. L'argent pour l'argent. Là aussi, on a des archétypes, l'avare de Molière, ma cassette, tu vois? Ces gars, c'est souvent des masculins, hein, qui ou femmes d'ailleurs, qui sont tellement accrochés à leur bas de laine, qui cachent leur argent sous leur matelas et cetera. Donc tout un tas de visions, heu, hyper négatives, qui sont nourries par des archétypes de la culture et pop culture et culture avec un grand C, dont on a été nourri depuis l'enfance et on sait, voilà, ça c'est mal. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas revendiquer, ouvertement. Mais ce n'est pas ça l'ambition, hein. L'ambition, ça n'est pas, une, recherche de ces marqueurs, comme des coquilles vides, qui sont associés à rien. C'est, la manière dont moi je le définis, c'est un désir de vie, c'est un désir d'aller, et déployer, en fait, déployer tes capacités, heu, pour avoir de l'impact, pour donc on ne sait pas exactement, ça va être différent d'un individu à un autre, Mmh. qu'est-ce que Bien c'est que sûr. cet impact, mais c'est vraiment un désir de vie. Comme, moi la comparaison que je donne, c'est un moment, je suis en train de courir et là comme ça, j'ai juste envie de voir jusqu'où je peux aller, est-ce que je peux aller plus vite? À quelle vitesse est-ce que je peux courir? Et je cours super lentement, hein, Moi entre aussi. parenthèses, je suis pas du tout une, coureuse rapide, mais il n'empêche d'avoir ce désir de déployer mes jambes, et ça, c'est vraiment un truc très profond. C'est pour ça que tout le monde l'a, en fait, l'ambition, ou beaucoup de gens l'ont, en tout cas, ou sinon, c'est qu'ils ils ont été censurés, ils ont été torturés, ils ont été, brimés, pour tuer ce désir-là. Et ce désir-là, c'est la plus belle chose qui soit, c'est la vie, en fait. Enfin, c'est vraiment un truc, qu'on a besoin de, voilà, de déployer, et pourquoi pas au travail. Mais certains peuvent avoir de l'ambition et pas trouver une manière de le déployer dans le travail et vont le déployer, dans le monde associatif, vont le déployer, dans leur communauté avec, une activité, bénévole, une activité, familiale, voilà. Là où c'est dangereux pour, les personnes qui ne peuvent pas le déployer dans la vie professionnelle, c'est que souvent on va vivre un peu par procuration. Je pense à ces générations de femmes des années 50-60 qui n'avaient que la vie de famille pour Mmh. déployer leur ambition et qui donc, il y en a encore aujourd'hui bien sûr, et qui donc vont énormément projeter sur leurs enfants, sur leur mari et cetera. Donc en fait, même inconsciemment, mettent énormément de pression sur les épaules des autres parce qu'elles ne peuvent pas le déployer par elles-mêmes. Donc vivre cette ambition par procuration, c'est super dangereux, et parce qu'on est toujours déçu.
parce que ce désir de vie qu'on a, bah, on le projette tellement sur l'autre qu'on projette sa propre identité, ses propres désirs sur les autres et que les autres, ils ont pas les mêmes. Donc ça marche pas. Donc c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de conflits, beaucoup de rancœur, de ressentiment. C'est, ce que, Betty Friedan, dans les années au début des années 60, avant de créer le grand mouvement féministe américain Now, avait appelé, ce mal-être ou ce mal qui n'a pas de nom. Hem, voilà, cette espèce de vide que ressentaient ces femmes au foyer, qui avaient de l'ambition et qui savaient pas où la mettre, en fait. Mmh. Et la grande difficulté de notre société, c'est qu'on ne sait pas toujours où la mettre. Et il y a énormément d'ambition gâchée, de ce désir de vie gaspillé. Et voilà, c'est un gros enjeu et sociétal et individuel que de savoir où la mettre. Et si je glisse un peu plus, sur la génération d'après, donc la génération, qui est née, dans les années 70, hein, dont je fais partie. Aujourd'hui, on sait que l'âge médian des femmes, c'est 44 ans et que, on parle souvent du syndrome du couvent. Alors, qu'est-ce que c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le syndrome du couvent, l'expression, je l'ai lu dans le livre de Sophie Dancourt, la créatrice du podcast, J'y piscine avec Simone, qui est une femme, géniale, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui appelle un chat et qui milite, très activement et dans son média et dans la vie, pour la visibilité des femmes de plus de 50 ans et la place des femmes au travail quand elles ont plus de 50 ans. Et ce qu'elle, elle documente, de manière très, méthodique, c'est le fait qu'en effet, il y a vraiment, dans les médias, au cinéma, dans la culture et au travail, une relative invisibilisation des femmes. Alors on peut discuter, il y a des progrès, il y a des endroits où c'est pire que d'autres, évidemment. Je pense qu'il y a pas mal de progrès, en fait, dans la Mmh. visibilité des femmes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont moins visibles que le poids démographique qu'elles représentent. Et elle appelle ça le syndrome du couvent. Elle dit, bah, alors, par exemple, au cinéma, tu as beaucoup d'actrices comme ça qui, à un moment, disparaissent. C'est comme Mmh. si elles partaient au couvent, syndrome du couvent. On veut plus les voir, on veut plus les entendre, certaines l'ont même intégré. Ils disent: «Bon, bah, non, ça y est, c'est fini pour moi, je voilà, je me tais, je disparais, je deviens discrète». Ouais, où on les cantonne à des Xème rôles de grand-mère et cetera, alors qu'avant elles avaient les premiers rôles et c'est vrai qu'on alors, c'est effectivement, en tout cas au niveau de l'entertainment, moi je suis une passionnée de cinéma. C'est en train de changer, mais c'est en train de changer aussi parce que les femmes, commencent à de plus en plus produire et de plus en plus réaliser, et donc il y a vraiment un coup de gueule et un positionnement là-dessus. Mais c'est vrai, oui, que, tout d'un coup, tu n'as pas enfin, on en vient toujours à ça, qu'un homme, heu, a une carrière qui peut durer jusqu'à 70 ans sans aucun problème, alors que la femme, on n'en est pas là du tout, puisque elle est Non. quand même basée sur la séduction, et que donc, il y a toujours ce lien qui est que dès que tu es ménopausée, tu ne fais plus partie des critères, puisque tu ne peux plus reproduire et donc, même dans l'inconscient, tu n'es plus, séduisante. Donc c'est vrai qu'il y a ça qui se passe. Hem, Après il y a effectivement dans les boîtes à l'heure actuelle, bon, grâce aux quotas, il y a des moves quand même qui sont en train de s'opérer, mais c'est vrai que, c'est quand même, difficile. Et c'est ce que tu disais justement aussi dans cet article, c'est-à-dire, ça se prépare, ça s'anticipe. Parce que justement, c'est comme si un peu tout était joué avant 45. Exactement, et il y a quand même un peu un syndrome du couvent sur le marché du travail aussi, même si c'est pas aussi extrême que, les actrices de cinéma, qui effectivement n'ont plus beaucoup de rôles à 50 ans. C'est en fait le fait est qu'à 50 ans souvent, en fait 50, c'est jeune, enfin, ou la seconde partie de la quarantaine, c'est encore jeune en fait, tu as beaucoup d'années, il te reste beaucoup d'années de travail, et si tu as fait des grandes études, tu as fait, simplement un petit peu plus de la moitié de ta carrière, hein, c'est pas tant que ça. Mais ça correspond aussi à l'âge où, bah, si tu as eu des enfants, tu les as eus, donc ta carrière, a été ralentie par la maternité et les maternités. Tu commences à avoir peut-être un petit peu plus de possibilités de justement déployer tes ailes, au travail, mais le ralentissement qui s'est produit fait que tu es moins désirable,
alors moins désirables, tu parlais de séduction et puis de physique et cetera. Il y a ça qui joue parce beaucoup de gens recrutent, des femmes encore avec ces critères-là, mais aussi désirabilité au sens de employabilité, où on se dit: «Oh bah, ta carrière quand même, elle s'est bien tassée, donc tu ne peux pas prétendre à ce à quoi tu aurais pu prétendre si cette carrière avait été linéaire et avait progressé de manière discontinue sans l'impact des maternités sur la carrière. Et donc, bah, tu es sacrément ralenti et les opportunités proposées ne sont pas importantes. Tu es trop vieille, trop jeune. C'est trop jeune finalement du point de vue de l'avancement de la carrière à cause du ralentissement éventuel des maternités, trop vieille pour être junior et pouvoir prétendre à une progression de carrière, linéaire. Donc c'est vraiment une espèce de double peine, que subissent énormément de femmes sur le marché du travail et c'est une réalité marquée par les chiffres, par un taux d'activité qui est faible, par, un pourcentage assez important de temps partiel imposé, par, voilà ce tassement, hein, ce tassement important de la carrière, y compris pour des gens qui ont des grands postes et puis tu as une petite minorité qui arrive à, quand même, voilà, continuer à progresser, soit parce qu'elles ont atteint un niveau suffisamment élevé avant les grossesses, qu'elles ont réussi à sacrément atténuer l'impact des grossesses sur la progression de carrière, soit qu'elles n'ont pas eu d'enfants, soit que voilà, mais c'est vraiment minoritaire. Mmh. Donc il y a un syndrome du couvent sur le marché du travail, hein, qui est montré, par les chiffres voilà, d'un taux d'activité, relativement bas pour notamment la fin de cinquantaine et puis, encore plus la soixantaine, parce qu'il faut qu'on en parle de la soixantaine aussi, Mmh. hein. Les femmes, elles sont censées travailler, pour celles qui sont diplômées jusqu'à 67-68 ans pour avoir une retraite à taux plein. Ce qui veut dire que la soixantaine est une décennie de travail. C'est pas une décennie de retraite. Faut Mmh. arrêter avec ce mythe de à 60 ans, les femmes, elles sont à la retraite. Il y a un taux d'activité très bas pour 60-64 ans, alors qu'on est censé travailler. On est censé travailler pour avoir une retraite, digne, décente, et pas se retrouver pauvre, au moment où on s'arrête de travailler. Ouais, et justement, alors il y a 2 choses, qui me viennent là. Il y a, hem, justement au forum, Vive, il y a Anne Méo d'Image 7 qui disait, qu'elle disait aux entreprises, au contraire de prendre des femmes des cinquantenaires parce que justement, on peut le dire, elles sont libres, elles sont beaucoup plus libres. C'est-à-dire que les enfants sont grands, il va pas y avoir de maternité, dans le pipe. Elles sont plus loyales, elles sont plus fidèles, elles vont moins bouger de job, et donc c'est important, voilà, de prendre aussi ça, en compte, hein. Et puis là, tu amènes aussi effectivement le fait que oui, quand on est diplômé, bah, c'est pas 62 ans, ça c'est clair. Ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, mais on sait que ça va être, beaucoup Encore plus. plus pour les femmes, puisqu'on sait que l'impact de la réforme des retraites fait qu'elles devront travailler, plus de trimestres supplémentaires que les hommes Eh oui, pour prétendre à une retraite à taux plein. Donc, voilà, il y a quand même une sacrée différence. Les femmes doivent partir un petit peu plus tard encore que les hommes. c'est ça. Et donc, quand on dit, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ambition, c'est l'envie. Moi, ma croyance, c'est que l'ambition, ça a pas d'âge, en fait. C'est-à-dire, c'est l'envie n'a pas d'âge. Tu peux, moi, je l'expérimente complètement personnellement parce que moi, j'ai changé 3 fois de carrière. J'ai toujours un peu anticipé. C'est-à-dire la dernière fois que j'ai changé, c'est-à-dire je suis passée de directrice, marketing communication à coach, j'avais la quarantaine. Donc, tu vois, j'ai toujours un peu, pris de l'avance là-dessus. Après, je sais pas ce que sera, encore, une nouvelle carrière, une nouvelle vie. Et dans les coachings que je fais, je vois bien que, ces femmes-là, il y a, vraiment, quelque chose qui peut se révéler au milieu de la vie parce que justement, tu es libérée de pas mal de choses et que si tu apprends à te poser les bonnes questions, à te débarrasser de tes freins, de tes pensées limitantes et à t'autoriser et aussi vraiment à capitaliser sur tes expériences, tes talents, et repositionner tes valeurs. Parce que ça, c'est quand même important, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs. Il y a des valeurs intrinsèques, il y a des valeurs que tu vas avoir toute ta vie. Il y a d'autres valeurs quand même qui peuvent justement évoluer avec toi. On peut révéler vraiment une puissance, libre et sereine. Et donc, je trouve que c'est important de dire, et c'est ça que j'ai voulu chercher aussi avec ce podcast, 50 ans et toutes mes dents, de ne pas se faire prendre dans un fatalisme ou dans un négativisme de, bon, bah, la situation c'est comme ça, les entreprises ne nous aident pas.
et de sortir du défaitisme et du rôle de victime et de montrer que c'est possible. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je pense que tu as tout à fait raison et ce que tu disais tout à l'heure, en disant que les plus de 50 ans, elles étaient plus loyales, plus fidèles et cetera. Je trouve que ça se discute un peu, plus loyales, plus fidèles, à condition que ça en vale la peine, mais pas essentiellement plus que des personnes plus jeunes parce que justement, elles ont quand elles ont réussi à devenir plus sereines, c'est peut-être pas tout le monde qui y arrive, mais moins tu l'as dit, moins de freins, moins de pensées limitantes, et elles savent ce qui est important pour elles, souvent elles ont déjà morflé, parfois elles se sont déjà, faites harceler et donc elles savent ce qu'elles ne veulent pas de manière bien plus elles ont probablement aussi plus d'autorité, plus de puissance. L'âge t'apporte quand même, quand tu n'as pas eu trop de drames dans ta vie, un rapport à l'autorité qui est plus important et souvent, c'est pas toujours facile, d'être managé dans ces conditions-là et c'est pour ça que les femmes de 50 ans sont la catég de plus de 50 ans et de 50 ans, la catégorie, la plus en croissance parmi les créateurs d'entreprises. Qui non, être managé, ça va pas être possible. Moi, je sais que j'ai énormément de mal avec l'essentiel du management. J'ai énormément de mal même à m'imaginer, être managée par quelqu'un. Alors il faudrait, un degré de liberté énorme, il faudrait, Quelqu'un des que tu conditions admires énormément. voilà, quelqu'un que j'admire énormément et encore, il faudrait pas qu'on me dise, quoi faire et quand. Tu vois? Mmh. Vraiment ça, ce serait pas possible. J'aurais énormément de mal avec ça, en fait et je alors qu'à 30 ans, bah, il fallait bien que je l'accepte. C'était quelque chose qui me paraissait normal. Donc je suis pas tout à fait tu vois, ton analyse de je pense que c'est pas si facile et que les employeurs peut-être, le savent aussi, que les femmes plus âgées sont peut-être un petit peu moins faciles à dominer, en fait. Ça, je pense aussi que c'est c'est lié aussi à, bon, c'est lié à ta personnalité certainement, mais c'est lié aussi, à ta sécurité. C'est-à-dire Mmh. que, tu vois, quand je dis loyal et enfin, je cite encore une Oui, fois Anne Méo, hein, qui dit que parce que, bon, il y a aussi, des tranches de vie qui font que, bah, par exemple, à partir de 50 ans, souvent, il y a quand même tu divorces, hein, ce sont des choses qui oui, arrivent, voilà et donc tu te retrouves dans, pas une précarité, mais en tout cas une situation qui est pas tout à fait la même, comme tu disais tout à l'heure, et donc en termes de sécurité, tu es peut-être pas aussi confort et donc tu es peut-être moins libre, de pouvoir dire non ou de pouvoir dire: «Salut les gars, je change de job» ou de pouvoir tu vois? Donc et en plus avec ce qui arrive de effectivement, si j'ai un job à partir de 55 ans, c'est déjà une chance. Enfin si je oui. suis je parle encore une fois des, là on parle des salariés, hein, parce qu'on va Oui, revenir mais là, on est dans sur, la nécessité, tu vois? On est voilà, dans là la il y a un nécessité côté au sens économique nécessité, du terme. ouais, qui fait Évidemment, tu que claques pas la porte quand tu as mmh, un besoin financier, de même que, ces Américains qui ont un problème de santé claquent pas la porte, peuvent pas dire: «I quit» comme on l'imagine, parce qu'ils perdent leur assurance ouais. santé et donc ils sont prêts à accepter et à endurer tout et n'importe quoi, y compris, du harcèlement, des abus, du burn-out et cetera. Donc c'est pas quelque chose ça, c'est pas quelque chose de très positif, en fait, hein, Mmh, ce que tu me décris là. ouais. En gros, le message, c'est, aller chercher les cinquantenaires, divorcées, précaires, en difficulté. Elles accepteront tout, elles feront tout sans broncher. Non, non, sans aller C'est jusque-là, mais si tu veux, c'est vrai, mais c'est triste. il y a ce côté, heu, où, il y a des choses fondamentales, à prendre soin et effectivement, tu peux peut-être moins te permettre, hem, quand tu disais: «Non, mais elles ont du mal à être managées» et cetera. Je sais pas, enfin, ces femmes-là, je Mmh. sais pas parce que je Mais je pense qu'elles pense que peuvent être du plus coup, c'est ça, il souples y a parce pas tant qu'elles de ont d'autres différence fondamentaux. générationnelle. Mmh. Mais il y a pas tant de différence générationnelle qu'on ne le dit. Le fait d'être, d'avoir besoin de travailler et donc de pas pouvoir claquer la porte, on peut le trouver à des âges différents, ça va dépendre des phases de vie, des moments de vie, le fait aussi, de pouvoir d'avoir une personnalité qui fait que tu arrives très bien à t'accommoder d'un certain nombre de contraintes, que tu les acceptes, et puis, si la relation est une relation faite de respect, bah, à tout âge, ça peut bien se passer, et je pense que c'est ça l'essentiel, cette relation faite de respect et de quand même mettre tes limites, quel que soit ton âge, et très bien les jeunes qui disent: «Non, j'accepte pas qu'on me parle comme ça», C'est très voilà important de et très savoir poser bien, ses à limites, 5 ça c'est clair. ah À exactement n'importe et à quel 50 âge, ans très aussi clairement. et finalement, est-ce qu'il y a une si grande différence? Je suis pas convaincue. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont des moments de vie et est-ce qu'il y a pas, beaucoup moins finalement d'adéquation entre un âge
et puis une personnalité attendue ou bien une situation attendue. Si tu as 50 ans, tu dois être en sécurité, tu as déjà ton logement, tes enfants sont grands, et cetera. Si tu as 20 ans, tu as faim, tu as la dalle, tu es prêt à tout. Non, en fait, je pense que justement, de plus en plus, on a des vies avec des phases multiples, où on trouve des gens de 45 ans dans la même situation que des gens de 25, c'est-à-dire pas de logement, donc très dur de rejoindre les 2 bouts financièrement, parce que c'est très cher de se loger, si tu dois trouver un nouveau logement. Des, même des femmes de 55 qui se retrouvent, pas même pas forcément divorcées parce qu'elles se sont pas mariées, parce qu'elles pensaient que leur génération, elles avaient pas besoin de se marier. Elles ont perdu un certain nombre des protections du patriarcat et elles se retrouvent, oups, vraiment dans la mouise, financièrement parlant, au même niveau que quelqu'un qui démarre sa carrière, sauf qu'on les perçoit, comme elles ont 57 ans, comme étant pas du tout au même niveau. Donc, je pense qu'on est en train on va arriver à une société où il faudra casser cet adéquationnisme entre tel âge égale un certain nombre de critères attendus, parce qu'en fait, on se retrouve, au contraire, j'aime bien l'expression quinquado pour ça, parce que Mmh. on se retrouve, à des âges différents, à des situations de vie très similaires avec des gens plus jeunes ou avec des gens plus vieux, en fait. Donc, je pense qu'il faut peut-être arrêter avec le discours générationnel. En fait, on n'est pas différentes. Les cinquantenaires, elles sont pas différentes. Beh, c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus tu cristallises ou plus tu stigmatises, moins tu règles, le problème parce que enfin, tu vois? Et on le voit bien quand tu dis: «Oui, qu'un cadeau», alors moi je me vois Tu te reconnais complètement pas dans là-dedans, ouais. l'expression «c'est un cadeau»? Mais si tu veux, c'est-à-dire en gros, heu, tu pas envie de en fait, pour moi, c'est tu as pas envie de ne plus faire certaines choses parce que tu as Oui. 50 ans. C'est pas vrai. Tu les mêmes envies, alors tu as peut-être, un petit peu plus mal au dos et aux trucs, mais tu vois, c'est même physiquement et tout. Tu Moi, j'ai une énergie de dingue. En fait, tu vois, que j'en ai un peu ras-le-bol qu'on les images qu'on nous projette en mode: «Non, mais tu vois, tu as moins d'énergie, tu as moins de trucs». Oui, alors certainement, mais en fait, tu la mets différemment. Tu vas beaucoup plus vite parce que tu as de l'expérience. Enfin, tu vois, Mmh. et tu as envie de t'éclater comme à tes 20 ans, quoi. Enfin, pourquoi tout d'un coup, parce que tu as tel âge, tu devrais, comme tu dis, te comporter comme ça, cocher ces cases-là, et cetera, et cetera. Donc, hem, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je voulais aussi basculer sur, tu dans l'article donc que je lisais sur Welcome to the Jungle, tu parlais d'un bouquin que j'ai adoré, qui est «Merci, mais non merci», de Céline Alix. Et donc, alors là, on est sur un autre type de femme quand même. Hem, donc on est sur, souvent, surdiplômés, qui sont quand même dans un milieu plutôt privilégié. Et donc il y a cette mouvance, en tout cas qu'elle décrit, qui est que, elles hésitent pas à sortir des clous, à abandonner une carrière qui était là pour le coup où elles sont vraiment arrivées, une carrière, forte, glorieuse, pour se tourner vers, quelque chose qui aurait plus de sens. Plus d'autonomie, comme tu disais tout à l'heure, d'authenticité, d'éthique. Et si je cite, Céline Alix: «Le parcours de ces ex-successful women éclaire la question de la négociation permanente entre identité professionnelle et identité personnelle à laquelle se livrent toutes les femmes à tous les échelons sociaux». Et donc là, on est là pour moi, on est vraiment dans le future of work. Enfin, on peut réfléchir à ça, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont pas en train d'inventer un nouveau modèle de réussite sociale? Alors ça, c'est la vision très positive que défend Céline, de dire que, on peut inventer un autre modèle de la réussite qui est pas celui qui a été inventé par les hommes et pour les hommes, qui, en fait, reposait sur, l'idée qu'il y avait bobonne à la maison, en fait, hein, donc tu restais très longtemps au bureau, c'était comme ça, puis tu jouais des coudes et puis, ce sera qui parlera le plus fort et qui se tapera le mieux la poitrine, en réunion pour montrer que c'est lui le chef. Et que tous ces codes, en fait, peuvent être plus subtils que ça, mais tous ces codes sont des codes quand même très masculins, inventés à une certaine époque, et que bien que les femmes soient aujourd'hui plus nombreuses parmi, les cadres dirigeants, ces codes-là n'ont pas fondamentalement changé. Et donc le malaise que ça provoque est grand parce qu'en fait, on se sent pas bien. On continue de se sentir pas forcément bien dans ce monde-là, et l'idée qu'elle défend est à la fois négative et positive. Négative, c'est que finalement, est-ce qu'il y a un vrai doute sur le fait qu'on peut changer les choses de l'intérieur?
dans ces grandes boîtes. Ça, c'est négatif parce que jusqu'à récemment, il était de bon ton de dire: «Mais il faut qu'il y en ait plus pour que ça change». En fait, on se dit: «Bah non, bah ça a pas changé». Donc c'est un peu triste, hein, ce constat-là. La vision positive, c'est que finalement, en marge de ce monde-là, il est possible de créer autre chose, en étant indépendante, en créant des coopératives, des collectifs, en travaillant dans des PME, en travaillant, autrement, de manière flexible, en étant en télétravail, en inventant des modèles managériaux qui ne sont pas faits de surveillance et de présentéisme, en travaillant entre femmes ou pas. En tout cas, Céline, Alix, elle est très, pro, travail entre femmes, hein, elle est Mmh. très, Sororité. sisterhood. Mmh. Voilà, exactement. Hem, Moi, je pense qu'il y a en effet d'autres modèles managériaux à inventer, qui sortent de ces clous-là qui ont été posés au siècle dernier. Et donc ça, c'est une vision, voilà, positive. Mais tu vois, elle est nuancée, enfin, elle le présente de manière positive et en même temps, ce constat-là, c'est quand même un constat d'échec de se dire que finalement, on n'a pas changé les choses de l'intérieur. Et est-ce que d'avoir des quotas, à tous les niveaux, est-ce que alors j'y suis pour, hein, bien sûr, je suis pour et je reste pour et faut qu'il y ait des femmes, qui fassent ces jobs-là. Mais est-ce que ça va changer les choses? On commence à en douter un peu. C'est-à-dire que est-ce que le prix à payer pour ces femmes-là, c'est de toujours se soumettre à un certain nombre de codes qu'elles n'ont pas inventés? Ou est-ce qu'il est encore possible de les changer, de changer de l'intérieur ces codes-là, ce modèle managérial, cette définition du travail qui est faite de: «Je donne, toutes les heures et je fais rien d'autre dans ma vie». Voilà, vraie question. Mmh. Hem, alors est-ce que c'est lié à l'ambition? Certainement, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure, mais je ne peux pas te laisser partir avant de t'avoir quand même posé alors j'ai d'autres questions, mais surtout celle-là, puisque un de tes sujets de prédilection, c'est quand même le rapport des femmes et de l'argent. Donc, quelles sont les barrières que les femmes auraient à lever et comment s'autoriser à lever ces barrières par rapport à l'argent? Je vais commencer par la notion de mérite, en fait. La notion de mérite, j'ai mérité. Je trouve qu'elle est très fallacieuse et elle est assez dangereuse parce que le mérite, c'est quand même très foireux comme concept, hein. C'est pas comme si on pouvait pas dire que les infirmières, elles mériteraient pas de gagner beaucoup plus d'argent vu le travail qu'elles font. Enfin, donc la notion de mérite, se dire: «Voilà, j'ai travaillé plein d'heures, je l'ai mérité, donc on va venir me chercher et me proposer quelque chose». Ça apporte une vision très figée de l'argent. En fait, l'argent, c'est une jungle énorme, c'est une jungle, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ne méritent pas du tout, qui gagnent des sommes folles. Il y a des gens qui ont énormément hérité, comment peut-on parler de mérite? Il y a des gens qui font un travail énorme et fabuleux et qui gagnent que dalle. Donc c'est terrible à dire, mais c'est du grand n'importe quoi Mmh. là, le monde, l'argent. Mais du coup, face à ça, plutôt que de désespérer, je pense que la meilleure attitude est de se détacher de cette idée de mérite et de rentrer dans une zone plus ludique, de jeu. C'est une zone où c'est un domaine dans lequel on peut jouer beaucoup et pousser ses limites petit à petit comme moi je l'ai fait, parce que j'étais très prisonnière de cette idée du mérite. Et je réalise aujourd'hui qu'en fait la négociation, c'est un jeu qu'on travaille son BATNA, comme on dit en anglais, hein, le Best Alternative to a Negotiated Agreement. Cette idée que quand tu en as derrière, tu peux beaucoup mieux négocier, quand tu as des alternatives, quand tu sais, quand tu as appris un certain nombre des codes de la négociation. Et en fait, c'est marrant et puis on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin, quand on se libère de ce frein-là, du mérite et puis du frein aussi, de cette passivité de: «On va reconnaître mon travail, on va venir me chercher». Moi, j'ai tellement attendu qu'on vienne me chercher Mmh. quand j'étais plus jeune et ça vient pas. Donc en fait, voilà, c'est deux freins, deux limites, le mérite et puis le: «On va venir me chercher parce que justement je l'ai bien mérité». Voilà, il y a beaucoup de femmes super qui ont parlé, hein, du syndrome de la bonne élève et des trucs comme ça. Moi, j'étais l'archétype de la bonne élève. Donc arrêtons avec le mérite et avec les heures, hein. J'ai travaillé tant d'heures, donc ça mérite tel revenu. Non, en fait, quand on a développé une expertise, on vend pas ses heures et quand on ne vend pas ses heures, il s'agit pas de justifier le prix d'une
prestation par le nombre d'heures qu'on y a passé. C'est une expertise que vous avez mis X années à construire. Si vous êtes bon dans un domaine, c'est des années de travail. Donc il y a cette petite blague sur le enfin blague ou petite métaphore, on va dire, sur le garagiste. Tu arrives, avec tu un problème de moteur, toi tu sais pas du tout ce que c'est, le garagiste en 5 minutes, il te dit: «Mais c'est ça», pof, il et puis il te donne, et puis il te fait payer, j'en sais rien, 150 € et toi tu es là choqué, «Comment, tu me fais payer un prix pareil alors que tu as mis 5 minutes?» Et le garagiste, il te répond: «Non, ça fait 15 ans que c'est 15 ans d'expérience qui m'ont permis de détecter ton problème en 5 minutes. Quelqu'un d'autre aurait pu mettre 4 heures. Moi, je t'ai mis 5 minutes parce que je suis bon». Ouais, complètement. On est vraiment on en parlait tout à l'heure, hein, il y a cette idée de alors si je reviens sur ce que tu disais, les femmes s'autorisent pas à demander. Alors s'autorisent pas à demander ou s'autorisent pas à se rendre visible et à se valoriser, hem, c'est ça. Moi, j'ai une autre petite histoire, c'est, demain, imaginons, tu veux monter un commerce. Imaginons, je sais pas, un truc bien cliché pour les femmes, tu veux être fleuriste, par exemple, tu vois? Tu as une super belle boutique avec des fleurs fabuleuses, tu composes des bouquets de dingue. Si personne sait où c'est, personne n'ira acheter et à par exemple, s'il y a une promo dans le pipe, hem, on va évidemment penser à quelqu'un qui aura tout fait pour qu'on pense à lui. C'est-à-dire qui se sera mis dans ton champ, tu vois, régulièrement et cetera. C'est-à-dire souvent, on a des femmes qui disent: «Mais je comprends pas, j'ai le même profil, j'ai le même background, j'ai les mêmes réussites, mais c'est pas moi qu'on nomine». Bah oui, mais est-ce que tu as fait le job de, je vais dire un gros mot, self-marketing? C'est-à-dire que tu es allé dire: «Bah ouais, moi j'ai réussi ça et pas que moi, mon équipe et cetera et cetera». Et ça, les hommes, il y a ce côté, mais ça c'est, enfin c'est culturel, oui, ils ont ce côté, tu sais, club et cetera. On dit, on en parle, mais sans même se la péter d'ailleurs, hein. Ils en parlent juste. Sauf que nous, on le dit pas. Nous, on pense que si on fait bien, ça suffit. Sauf que ça suffit pas et à n'importe quel échelon, alors là, pour le coup et dans n'importe quel type de boîte, c'est important d'arriver à dire, mais sans alors moi, souvent, ce que je dis, c'est: «Si vous voulez pas parler que de vous, parlez de votre équipe», parce qu'on est dans le care, donc ça, c'est très féminin, donc c'est plus facile à y arriver. Mais c'est important de se mettre dans les radars. Donc c'est important évidemment Ouais. d'avoir un réseau, c'est important enfin là on peut aller sur tous évidemment Tu les as leviers. totalement raison, mais on peut pas le faire de la même manière qu'un certain type d'homme parce que quand tu le Et fais: tant mieux, et tant moi mieux. j'ai réussi ça» et cetera, on te vilipende, on te détruit, on détruit ta réputation. Donc les femmes, et c'est une contrainte énorme, c'est elles doivent le faire, mais elles doivent le faire avec des codes différents. Donc, justement en mettant le «nous», donc la réussite collective, en disant, «Oui mais, voilà, oui mais j'étais pas toute seule, oui mais j'ai eu de la chance, voilà ce que nous avons réussi à faire» et si elles ne le font pas, c'est pire. Si elles ne le font pas, c'est-à-dire si elles le font sur les codes vraiment très de l'individualisme exacerbé, elles vont se prendre une réputation de femme qui a les dents qui rayent le parquet et cetera et on va pas les promouvoir non plus, en fait. Mmh. Donc c'est plus dur. C'est quand même plus dur au féminin parce que tu dois le faire avec des codes différents, avec un langage différent, donc le faire mais pas trop, subtilement, de manière collective, donc c'est quand même, ouais, c'est sacrément difficile. Mais oui, il faut le faire, oui, il faut le faire Ouais, il et faut en le fait, faire. intuitivement, là, c'est là où je te rejoins sur l'intuition. En fait, intuitivement, quand on n'emploie pas le même vocabulaire, on a raison. Quand on a envie de dire, «Je suis désolée», ou de dire parce qu'on a pendant des années, on a dit aux femmes: «Arrêtez de dire pas de pardon, arrêtez de sourire tout le temps, arrêtez d'être douce, il faut y aller, oser, oser» et cetera. En fait, non, les femmes, elles sont pas connes. Elles savaient bien comment il fallait parler et quand on a envie de rajouter, des sourires, des petits pardons, des mots doux et cetera, bah, continuons à le faire, en fait, parce que c'est ça aussi réinventer des codes différents et donc si on a l'intuition, l'envie de parler différemment bah, en fait c'est bien aussi, c'est OK aussi Beh, de c'est le faire surtout comme ça. important d'être soi-même et pas de se travestir, parce que sinon tu es pas aligné et ça ne marche pas. Donc mon avant-dernière question, donc habituellement je pose la question à mes invités qui ont plus de 50 ans, quel conseil tu te donnerais si tu revenais à tes 45 ans. Donc pour toi, j'ai envie de te proposer plutôt d'être dans la projection, c'est-à-dire si je t'invite à te projeter sur tes 55 ans,
donc dans 10 ans, comment tu te vois et quelles sont les forces qui t'ont permis d'accéder là où tu as envie d'accéder à 55 ans? Alors à 35 ans, si tu m'avais demandé, comment je me projette à 45 ans, j'aurais pas réussi, à imaginer, où je suis à 45 ans et donc j'aime bien ne pas réussir à imaginer où je serai à 55 ans. Mais conserver la même ambition, conserver la même énergie, après, j'ai aussi conscience, même à 45 ans, que mon corps n'est plus le même, que, il y a des choses que je ne digère pas, que si je me couche trop tard, bah, le lendemain, je suis une loque, surtout le surlendemain même, à vrai dire. Et donc je connais toutes ces limites de mon corps et j'ai envie, de les écouter, d'y faire attention. Ça ne veut pas dire arrêter de justement de déployer mes jambes pour courir vite, mais ça veut dire, bien prendre soin de mes jambes pour qu'elles continuent de courir vite longtemps et donc pas faire n'importe quoi, pas, courir un marathon n'importe comment sans y être préparée. Donc en fait, travailler moins d'heures que je ne fais aujourd'hui, c'est mon gros défi. Je veux travailler moins d'heures. Je veux, sacraliser davantage le repos, le sanctuariser, hem, me faire davantage plaisir parce qu'il reste un fond de bonne élève qui travaille comme une brute et qui arrive pas bien à se reposer et qui s'occupe, beaucoup des autres et cetera. Je voudrais, prendre plus de temps pour moi, me reposer, faire encore plus de sport que je n'en fais, je pense que ouais, c'est ça. Je dirais peut-être, mieux connaître mon corps, ses li et puis jouer avec ses limites. C'est-à-dire, heu, pas me mettre en danger, en fait et ça, je pense que c'est quand même un truc que tu apprends quand tu vieillis et c'est une bonne chose, en fait. C'est pas des limites, parce que les limites, tu les as quand tu es jeune aussi, sauf que tu les ignores. Tu les ignores au point, quand tu fais du sport à outrance, de te massacrer les genoux et cetera et après à 55 ans, tu te retrouves avec des genoux détruits. Donc quand si tu as la chance à 45 ans de pas avoir des genoux détruits, c'est pas le moment de faire des trucs, de faire des trucs de dingue. Profite de cette expérience des pro de des limites que t'apporte l'âge pour, mieux faire durer ta machine, mieux la respecter, mieux l'écouter, comprendre que c'est pas je n'ai pas un corps, je suis un corps et c'est un ensemble. Je suis une tête, un corps et cetera. Tout ça, ça marche ensemble et je vais pas l'instrumentaliser, et en faire un outil, que je mettrai au service d'autre chose. C'est moi et je vais apprendre à le respecter, C'est arrêter ton de le véhicule. détester. Mmh. Voilà, arrêter de le détester parce que les jeunes détestent, les femmes jeunes, elles détestent alors en Pas fait, en que gros, on les jeune. déteste à tout âge. On les déteste à tout âge. Quand on est jeune, on les déteste. Quand on est vieux, on se dit: «Mais pourquoi quand j'étais jeune, je détestais mon corps, il était sacrément mieux?» Du coup, on les déteste tout le temps. Arrêtons de détester son corps. Donc là, il a plus de limites que quand j'étais plus jeune, mais j'ai peut-être plus d'expérience pour apprendre à arrêter de le détester et ça m'aidera sacrément si à 55 ans, je pouvais essayer de faire encore des progrès dans l'arrêt de la détestation de mon corps et un meilleur respect de ce que je suis, pas de ce que j'ai, mais de ce que je suis. Mmh. Donc s'aimer, se respecter et j'entends le plaisir aussi, hein. Ouais, plaisir aussi. OK, donc dernière question. Pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter? J'en ai beaucoup, c'est difficile d'en sélectionner. Ce qui est très important, en effet et je pense que là, si tu me permets d'ajouter un mot, c'est de s'entourer de femmes un peu plus âgées que soi et aussi plus jeunes, de manière à continuer à avoir des rôles modèles, à te tirer, à te projeter, et puis à avoir une vision très positive, de l'âge. Tout à l'heure, on a parlé du syndrome du couvent, donc je vais quand même, citer Sophie Dancourt que j'adore. Elle a créé ce média J'ai piscine avec Simone il y a quelques années, c'est une femme super, elle m'inspire, elle est géniale. Peut-être dans un domaine travail, j'ai rencontré, il y a un an et demi, une femme super qui s'appelle Frédérique Sauvageau, qui est directrice des espaces de travail, alors à un gros poste corporate, chez Orange, mais peu importe, l'entreprise, elle est très pointue sur le sujet des espaces de travail, du design,
de la qualité de vie au travail. Elle est, voilà, on connaît un rayon sur ce sujet et elle est très intéressante à écouter. Parfait. Donc merci beaucoup pour ces recommandations. Merci, d'avoir partagé tout ça. C'était très cool. Enfin voilà, on discutait juste avant l'interview, on se disait: «Est-ce qu'on va garder ce ton?» Ben moi je pense qu'on l'a gardé. C'était fluide, c'était, sans langue de bois et c'est ça que j'aime. Donc merci beaucoup Laetitia. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur